Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Célébration encore une fois dans la division de la Tabaski au Sénégal. La coordination des musulmans du Sénégal va célébrer le 16 juin. La CONACOC l'annonce pour le lundi à 17. Le Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix, officiellement lancé pendant 4 jours. Des représentants des khalifes généraux de l'Église et des chefs coutumiers vont discuter sur comment faire pour anticiper les conflits et apporter des solutions. Un lotissement de 1600 parcelles, objet de vive contestation à Ndombo de la part des populations. Le conseil municipal dénonce cet état de fait et ne compte bouger dans iota. Explication à suivre avec notre correspondant à Saint-Louis Ousseynou Diop. République en sénégalaise, le Casa Sport relégué en deuxième division à l'issue de la dernière journée de la saison. La victoire 1-0 face à Wakam n'a pas suffi. Génération Foot vainqueur 2-0. Le Diambar garde sa place en Ligue 1. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Une fois. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'apparition du croissant lunaire divise encore une fois la communauté musulmane au Sénégal. La Tabaski sera célébrée 2 fois cette année, le 16 juin pour la coordination des musulmans du Sénégal et le 17 pour la CONACOC. La coordination des musulmans estime que la date du 16 juin est la bonne, conformément aux recommandations du prophète, alors que la CONACOC, elle pense que le jour de la célébration de l'Aïd dépend de l'apparition du croissant lunaire, 2 positions qui témoignent des difficultés de la communauté musulmane à parler le même langage. Ibrahim Khan. Une fois de plus, la communauté musulmane du Sénégal va célébrer l'Aïd el-Kébir dans la division. 2 dates sont retenues pour la fête du sacrifice. L'observation du croissant lunaire n'aura pas permis à la coordination des musulmans du Sénégal et la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire d'accorder leur violon. Le croissant a été aperçu dans des pays différents, mais un communiqué qu'on a authentifié nous est venu de l'Égypte. Notre communiqué nous venant de l'Arabie Saoudite disant que le croissant a été aperçu. Donc c'est dans ce cadre on s'est basé donc sur ces informations-là. Pour la Tabaski, c'est donc 10 jours après. Donc cela veut dire que c'est le dimanche 16 normalement. Oui. La Tabaski sera célébrée le lundi 17 juin, Inch'Allah. Dimanche 16 juin pour la coordination des musulmans du Sénégal et lundi 17 juin pour la majorité. Pour Imam Oumar Sall, la date du 16 juin est en parfaite harmonie avec les enseignements du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Nous, c'est ce que nous croyons. C'est ce qu'on a en tout cas retenu des enseignements du prophète à chaque fois qu'il y a la station d'Arafat, le mieux c'est la Tabaski. Donc, et la station d'Arafat cette année, c'est le samedi. La célébration de l'Aïd el-Kébir dans l'unité ne sera pas pour cette édition. Et oui, le Sénégal peine toujours à trouver un consensus autour de l'apparition du croissant lunaire. Allahu Akbar. Allons à Kaffrine à présent, le marché de Missira Ouaden bien approvisionné en moutons, faisant état d'une disponibilité de presque 65% en tête à quelques jours donc de la célébration de l'Aïd, selon Alphaba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Il a effectué une visite au forêt de Missira Ouaden, Ndeye Awabey, Eliman Goromam Wilan, que je vous propose de suivre. Nous sommes à Missira Ouaden, l'un des plus grands marchés de bétail de la région de Kaffrine. Ici, le taux d'approvisionnement est estimé à 65% à quelques jours de la fête de la Tabaski. Des chiffres annoncés par le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement des paysans en visite sur les lieux. Nous avons une disponibilité presque de 65%. Comparé à l'année dernière, au même moment, le disponible actuel est supérieur de 10%. Donc ça signifie que tous les indicateurs sont au vert. Et que si la dynamique que nous avons observée à Missira Ouaden, parce que c'est à partir d'ici que tout est dispatché presque à l'intérieur du pays, et même dans certains pays de la sous-région. Et si ce que nous avons observé ici continue, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte. Selon le porte-parole des éleveurs venus de la Mauritanie, les prix des moutons varient entre 60 000 à 200 000 francs CFA. Les moutons qui sont dans le forat
sont plus nombreux. Ça dépend exactement de 60 à 100, 150, 200. Il n'y a plus les prix. L'aliment de bétail destiné au marché de Missirah Wadène est arrivé sur les lieux. Au moment que j'arrivais, la quantité d'aliments de bétail mise à disposition de ces forails venait d'arriver. Et le préfet et les autorités administratives ici présentes, avec tous les services concentrés et les acteurs, prendront les dispositions adéquates nécessaires pour le dispatching d'aliments de bétail. En ce qui concerne l'électricité et la sécurité, la municipalité a déjà pris toutes les dispositions. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition, le Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix officiellement lancé 4 jours durant l'Église. Les représentants des khalifes généraux mais aussi les représentants des chefs coutumiers vont discuter sur comment faire pour anticiper les conflits, pour apporter des solutions également. Selon le coordonnateur du CIRSP, pour rétablir une société juste et solidaire, il faudrait des cadres de concertation à l'exemple de ce Conseil interreligieux où tous les foyers religieux mais aussi la société civile peuvent se rencontrer pour construire une paix durable. Écoutons à ce propos Denis Nour, le coordonnateur interrogé par Fatimata Touré et Ababakar Kamara. La rencontre de ce matin, nous avons mis l'accent sur l'importance de promouvoir la paix et de façon continuelle. Nous ne devons pas nous retrouver juste parce qu'il y a des conflits, juste parce qu'il y a des heurts, que nous voulons nous retrouver pour essayer de trouver des solutions de paix. Donc cette structure est née pour anticiper sur les conflits. Cette structure est née mais également pour agir sur la paix et la réconciliation. Ce que nous voulons, c'est être un conseil où à chaque fois que de besoin, des autorités politiques ou des autorités civiles ou de la société civile puissent venir voir le Conseil, autant le Conseil fera le déplacement pour aller vers eux afin de construire ensemble la paix au Sénégal, mais la paix aussi dans la sous-région et également la paix dans le monde. Le Sénégal est toujours cité comme un endroit de paix. Cependant, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers pour dire que nous avons la paix et que ça reste éternellement. Pour nous, à travers ce Conseil, nous considérons la paix comme un arbre à nourrir, à donner de l'humus et de l'eau pour que cet arbre-là ne puisse jamais mourir. Ça veut dire que la paix doit s'étendre dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, mais également que ce soit un reflet, comme un miroir, pour ceux qui sont autour de nous, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Le quartier Djeddah de Grand Yoff veut mettre fin à l'insécurité galopante dans leur localité. Le collectif des habitants de Djeddah 2 demande aux nouvelles autorités de renforcer la logistique de la police de Grand Yoff alors que l'hivernage pointe à l'horizon également. Il demande à l'État d'aider Grand Yoff à faire face aux inondations. Le collectif faisait face à la presse ce matin. Adel Gueye, son président, en parle au micro d'Armadouba. Le but de cet événement aujourd'hui que nous réunissons ici, c'est juste de dénoncer en fait l'insécurité qui sévit à Grand Yoff, plus particulièrement dans notre quartier, le quartier Djeddah 2, du délégué Abdou Diallo. Et ensuite, lutter contre toute forme de délinquance juvénile. Également, en cette période hivernale, de lutter contre les inondations. On a jugé nécessaire de se réunir et de mettre en place un comité de sécurité, si vous voulez, de vigilance, pour pouvoir veiller en tout cas sur la sécurité des habitations, des habitants de moins, en tout cas de tout le quartier. Ce comité en tout cas est là, comme vous le voyez, les jeunes qui sont habillés en gilet, c'est eux qui assurent la sécurité. Mais aussi, on a aussi d'autres problèmes, comme vous le voyez vous-même. Les agressions ne se passent juste sur cet axe-là, entre la mosquée vers le CEM de Grand Yoff, allant jusque vers le CTO. Donc c'est au quotidien. La municipalité de Ngor, en collaboration avec celle de Ouakam et de Yoff, a initié une grande opération d'embellissement, de nettoiement des rues et du fond marin. Selon le maire, l'objectif est de rendre ces localités beaucoup plus attrayantes et de lutter contre la pollution du fond marin. Ils ont été rejoints dans cette activité par l'ambassade du Rwanda à Dakar. Alassane Ba, Ahmadou Ba ont assisté à la rencontre.
Une forte mobilisation des habitants de la commune d'Ongor venus soutenir l'initiative de leur maire. L'objectif est d'avoir une ville propre et de la maintenir telle qu'elle. C'est un projet que le maire a mis en place parce qu'aujourd'hui Ngor est une destination qu'on ne peut pas contourner. On est entouré du littoral. La politique du maire, c'est que ça soit un environnement propre, un background green. Tous ensemble, on peut réussir ce slogan qu'il a lancé pendant ses 5 ans de mandat. Nous avons lancé dès l'entame de notre mandat le concept Ngor Ville Propre. Et c'est pour cette raison que cette semaine, vous avez vu, contrairement à pas mal de communes, nous avons lancé une semaine de l'environnement, au-delà de la journée de l'environnement. Et mercredi passé, vous avez assisté au panel que nous avons lancé avec comme thème la mer, notre avenir. Aujourd'hui, le samedi et demain dimanche, nous allons faire des actions de terrain. Cette activité entre dans le cadre de la semaine de l'environnement initiée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. La présence du maire de Ouakam se justifie. Yoff, Ngor et Ouakam se sont donné la main pour réussir plusieurs projets. En tant que Ouakamois, vraiment c'est une excellente initiative pour nous qui démarre en Ngor, mais qui va sillonner, qui va s'étendre sur Ouakam, Yoff et tout, parce que quand même ces 3 communes sont des communes sœurs et nous sommes en train de travailler sur un plan global, une intercommunalité entre les 3 villages. Le maire de Yoff étant empêché, parce que l'initiative vraiment c'est avec ces communes qui on partage le littoral, on partage le même environnement, de travailler en collaboration pour embellir. Et l'ambassadeur, vous l'avez vu avec nous, que je félicite et je renouvelle mon amitié parce que l'optique pour nous aussi c'est de faire du benchmarking, d'aller voir ce qui se fait ailleurs de très bien et le voir, l'emprunter et l'appliquer ici. Une initiative saluée par l'ambassadeur du Rwanda à Dakar qui a décidé de prendre part à cette activité. Monsieur le maire a toujours été un grand ami du Rwanda, un grand ami de notre ambassade. Donc je dois dire aussi, je dois rappeler que nous nous trouvons ici dans la commune d'Ongor et il nous est important aussi de prendre part aux activités qui concernent les habitants d'Ongor. Donc l'embellissement, l'amélioration du cadre de vie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc nous sommes très ravis d'être ici, nous sommes très ravis de faire partie de cette initiative. Le maire d'Ongor et celui de Ouakam ont magnifié la présence massive des populations. L'objectif, c'est d'impliquer les populations pour les questions relatives au maintien de la propriété, à l'environnement, à l'écologie. Et au-delà de ça, pour porter les populations avec le développement de notre commune. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur les mentalités, sur la propreté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple, une initiative qu'il faut saluer. Durant 2 jours, ils vont mener des activités de nettoiement, d'embellissement et de reboisement. Le maire veut rendre sa commune beaucoup plus attrayante. Autre aspect de l'actualité avec l'Union des transitaires du Sénégal qui est très remontée contre la plateforme Orbus Infinity. Selon les membres, elle est inappropriée au service de transit. De plus, la dématérialisation est aussi inexistante à cause d'un manque de fluidité. Les transitaires invitent le gouvernement à auditer au plus tôt l'entreprise Gaindé 2000, synonyme de leurs problèmes, disent-ils au port autonome de Dakar. Babacar Niang, le responsable de suivi et évaluation, en parle au micro d'Habib Faye. Moi je me dis qu'on n'a pas créé la dématérialisation pour que les gens fassent la queue au niveau des bureaux quand même. On a créé la dématérialisation pour qu'il y ait une fluidité, une célérité dans le traitement des dossiers. Et franchement, nous sommes très déçus par rapport à cette dématérialisation parce qu'elle n'est pas effective, elle n'est pas totale. On avait accueilli à bras ouverts au départ quand on parle de la dématérialisation, mais actuellement, ce que nous vivons, c'est chaotique. Tu peux faire dans un bureau 24 heures pour l'obtention du bon. Et pourquoi on doit faire la queue au niveau des bureaux? Il faut dire faire. Mais qu'elle soit effective, qu'elle soit totale. On ne demande que ça. Nous avons des plateformes qui ont été instaurées, qui ne sont pas fortuites. Il y a des revanches à payer. On doit payer comme ça. Un GIE qui brasse des milliards comme ça, c'est pour qui ça? On veut savoir si réellement une société qui brasse des milliards doit être un GIE, c'est ça qu'on veut savoir. Les populations de Mbundom Est ont marché pour exprimer leur colère contre ce qu'ils qualifient de discrimination. En effet, suite aux travaux de réhabilitation de la piscine de Mbundom, barrage Diawar,
Elles se disent isolées par une déviation. Elles veulent aussi la construction d'un pont de 100 mètres qui relie deux villages empruntés par une pirogue qui transporte chaque jour plus de 150 élèves. Je vous propose de suivre Aboubakri Dat. Il est le porte-parole du collectif interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Donc raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour réclamer ce que de droit. Parce que si on ne se réhabilite pas cette route-là, cela veut dire quoi? Encore nous allons continuer à souffrir. Pendant chaque hivernage, il nous faut au moins 2 voire 3 jours pour pouvoir sortir. À l'intérieur du village, on n'a pas de problème parce que c'est l'un des villages également où, après la pluie, on peut circuler librement. Mais pour sortir, c'est un casse-tête. Nous demandons tout simplement aux autorités d'intégrer cette route, ce petit tronçon seulement de 4 km, donc dans les activités. Maintenant, aujourd'hui, on est là, on fustige notre colère de raison pour laquelle, si cette route n'est pas réhabilitée, cela veut dire quoi? Que nous allons rester encore des années nord. Il y a une rivière qui fait à peine 100 mètres. Et depuis des années, on réclame un pont pour que ces deux puissent être connectés également. Le matin, quand ils vont à l'école, une petite pirogue qui peut transporter plus de 200 élèves ou 250 élèves. Et le problème, on risque d'avoir un Diola bis. Et je pense que l'État ne va pas fermer les yeux sur ça. La Cour suprême s'était déplacée le 4 juin dernier à Ndombo, dans le département de Dagana. C'était pour constater le lotissement de 1600 parcelles, objet de vive contestation de la part des fils du terroir. Le conseil municipal de Ndombo dénonce cet état de fait et ne compte bouger d'un iota. Les conseils municipaux ont précisé que toutes les 1600 parcelles délibérées seront remises aux fils de la commune. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. Après le lotissement de 1600 parcelles dans la commune de Ndombo, certains fils du terroir ont contesté l'attribution de ces terres. Quelques jours plus tard, la Cour suprême a fait une descente sur le site. Pour le conseil municipal, des personnes mal intentionnées profitent de cette situation pour semer le doute dans l'esprit des nouvelles autorités. Ceux qui sont derrière ces personnes doivent s'afficher, ils doivent avoir le courage de s'afficher et de dire que c'est eux qui veulent mettre tout dans l'eau. Ils ont introduit un recours au niveau de la Cour suprême et nous les remercions de passage. Parce que pour eux, ils sont un peu surpris. Parce qu'ils pensaient que peut-être s'ils introduisent un recours au niveau de la Cour suprême, ils vont rester dans leur bureau pour trancher. Le conseil municipal ne compte pas revenir sur sa décision. Il promet que les parcelles sont destinées uniquement aux populations de cette commune. C'est une petite commune qui n'a pas beaucoup d'espace. Je crois qu'à part les 114 hectares, il n'y a plus rien. Certes, peut-être il y a certaines personnes qui réclament qu'ils ont 30, 40 hectares. Donc je crois que pour une commune comme Ndombo, des gens qui disent qu'on a 30 hectares, la municipalité ne va pas l'accepter. La superficie de Ndombo est estimée à 114 hectares. Très déterminés, les conseils municipaux ont promis de remettre plus de 1200 parcelles au fils de Ndombo. On termine avec ce lotissement. Vraiment, on va essayer au moins de voir avec ces gens comment on va faire pour qu'au moins ces terres-là soient restituées à la commune et qu'on puisse les distribuer aux natifs de Ndombo. Depuis le passage de la Cour suprême à Ndombo, la commune vit une vive tension. Mais pour les conseillers municipaux, le lotissement s'est fait en toute transparence. Dans le sud du pays, des organisations de la société civile ont décidé d'outiller les acteurs associés dans la gestion du foncier sur la réglementation qui encadre la ressource en vue d'anticiper sur d'éventuels conflits. C'est le cas dans la région de Ziguinchor où le constat d'un glissement des conflits fonciers vers le monde rural est devenu une forte préoccupation. On voit cela dans cet élément signé Lamine Ba et Lamine Mandian. Jusque dans un passé récent, l'essentiel des conflits fonciers connus dans la région était circonscrit dans les grandes communes, mais depuis quelques années, le constat fait état d'un glissement de ces conflits fonciers vers le monde rural. Dans une commune comme Djignaki qui enregistre en ce moment un retour important des familles déplacées à la faveur du retour au calme, les autorités coutumières et les élus sont débordés par les différents fonciers. Oui, mais absolument, il y a un peu partout des conflits. Surtout chez moi à Birkamanding, il y a des conflits sur la terre parce que vous savez, la terre, elle est ce qu'elle est. Tout le monde veut y accéder d'une façon ou d'une autre. Donc nous, en tant que chefs de village, nous essayons, de par nos prérogatives administratives,
donc de procéder quand même à une gestion qui n'est pas des fois celle prévue par la loi, mais coutumièrement nous y parvenons donc à faire une gestion quand même qui nous permet d'éviter tout conflit. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que les mécanismes de médiation communautaire jusqu'ici privilégiés pour régler les problèmes fonciers ont laissé place à des règlements par voie judiciaire devant les tribunaux, explique le maire de la commune de Djignaki. Oui, nous en avons des conflits latents, parfois des conflits ouverts, parfois même des conflits qui sont vraiment en souffrance, en instance, disons, au niveau des juridictions. Mais tout cela, ce n'est pas si important de les compter, mais ce qui est important, c'est déjà un seul conflit, est déjà trop important pour nous, pour ne pas quand même lui adresser un peu des solutions, en tout cas des stratégies de nature à quand même faire taire un peu ces dissensions, en tout cas pour asseoir et consolider le bon voisinage connu entre les villageois et connu au sein des villages également. Le constat préoccupe Ousso Faral, le comité de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. La structure, dans le cadre de son intervention liée à la prévention des conflits, a décidé d'outiller les acteurs sur la réglementation foncière et les moyens de gestion communautaire des différents fonciers. Cette concertation-là, c'est vraiment un effet positif de cette formation, mais aussi de sensibilisation. Donc c'est ce qui fait que Ousso Faral a jugé bon vraiment d'accompagner cette activité pour permettre vraiment à la communauté d'avoir un changement de comportement. Les recommandations issues de cette rencontre de Djignaki ont fortement insisté sur le retour aux méthodes coutumières de gestion des différents fonciers en lieu et place des règlements par voie judiciaire. Nous allons à Fatick à présent. Le fléau de la salinité des terres ne recule toujours pas. Plus de 30% des terres arables toujours dominées par le sel, ce qui n'est pas sans conséquence dans les activités agricoles. Le projet Terre Salée, qui s'est déroulé dans 6 communes de la région, forme à tour de rôle les communautés sur les techniques de cultures adaptées. Les acteurs de l'Europe ont eu droit à une session de 2 jours. C'est un projet mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la biodiversité. Aminata Gouyabi, Abdoukarim Bey. Mamfatou Senghor est de Faïl, comme des dizaines de femmes de ce village de la commune de Diouroup et des cultivatrices de riz. Elle l'avoue, les espaces cultivables ont été drastiquement réduits. La salinité continue à abîmer les terres. Le sel a été toujours présent dans nos terres, mais on a l'impression que le phénomène a gagné du terrain ces dernières années. Nos rendements sont de plus en plus faibles. Dans plusieurs autres localités de la région, le sel demeure un adversaire coriace pour les cultures et le phénomène a un fort impact sur les performances agricoles. Au niveau régional, les études scientifiques en grande partie affirment que plus de 32% des terres arables sont déjà touchées par le sel. Donc vous pouvez comprendre, la salinité avance à grands pas, surtout avec le phénomène de la floraison des salins, c'est-à-dire les gens qui font la potée d'exploitation du sel. Mais pas question de s'avouer vaincu. Les comités consultatifs locaux sur les changements climatiques de la commune de Diouroup ont été formés durant 48 heures sur les techniques agricoles adaptées au fléau salin. Lors de la formation, après avoir présenté le changement climatique, les enjeux et la vulnérabilité de la commune qui a été évaluée par les participants et un certain nombre de technologies intelligentes d'adaptation au changement climatique ont été présentées aux participants et qui les a permis de comprendre comment dans d'autres localités ces techniques sont réalisées et de faire une comparaison avec la façon qu'eux-mêmes pratiquent dans la zone. La spécificité, c'est que l'ensemble des terres, en tout cas la majeure partie des terres sont dégradées. Le projet Terre Salée, lancé en 2020 dans la région, prévoit également de réaliser des infrastructures résilientes dans les 5 communes d'intervention pour une agriculture durable. On a prévu d'aménager 15 mini-barrages ou digues anti-sel dans la région de Fatick pour cette année. Au-delà de tout ce qu'on a fait comme activité de restauration des écosystèmes, mais aussi des sols en termes de reboisement, on a dépassé les 200 hectares, que ce soit en terre ferme et en mangrove. Donc en grosso modo, c'est l'ensemble des activités qui sont en cours, mais il y a certains qui sont déjà réalisés. Le Fonds vert climat a injecté 6 milliards de francs CFA dans ce projet. Il devait se terminer cette année, mais il a été prolongé jusqu'en 2026. Gouyabi, on a appris par Reporters sans frontières le décès de Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Médecins sans frontières, des suites d'un cancer fulgurant. Christophe Deloire est mort donc ce samedi à l'âge de 53 ans. Il était un défenseur sans relâche sur tous les continents de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme du journalisme. Reporters sans frontières adresse ses plus sincères condoléances à ses proches.
Ça leur pendait au nez pratiquement durant toute la saison et c'est arrivé. Le Casa Sport de Ziguinchor qui descend en 2e division à l'issue de la toute dernière journée de la saison. Le Casa qui s'est imposé 1-0 face à Wakam, mais une victoire qui n'a pas suffi au bonheur des Ziguinchorois, puisque de l'autre côté, Génération Foot s'est imposé 2-0 face à Djambar. Génération Foot donc qui sauve sa place en Ligue 1 à la toute dernière journée. Donc c'était les deux centres d'intérêt de cette dernière journée de Ligue 1. Donc les résultats, Giraffe qui s'impose devant la Lingard de Saint-Louis 2-1, Pikine Diamono de Fatigue, victoire des Faticois 2-1, 0-0 entre Sonacos et Guédiawaye Football Club, Teungueth FC, Stade de Mbour 0 but partout, US Gorée, Dakar Sacré-Cœur 0 but partout également. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.